Et puis, il y a les formes chroniques, qui peuvent être de l'eczéma, du prurigo, c'est-à-dire des boutons comme des boutons de moustique partout qui grattent beaucoup. Ça peut être de la fatigue, ça peut être de l'épilepsie, ça peut être de l'asthme, ça peut être beaucoup de choses. Ça dépend de l'endroit où les parasites vont aller se nicher. Parce qu'ils circulent dans le sang et ils vont aller se mettre quelque part. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Cela fait très longtemps déjà qu'Aromazone fait partie de ma routine beauté quotidienne et je suis contente que cette belle marque française engagée nous accompagne comme partenaire de Métamorphose. Je vais donc vous confier mes produits incontournables. Alors le matin, j'applique leur fameux sérum à l'acide hyaluronique avant ma crème qui hydrate, repulpe et rend la peau lumineuse. Et le soir, ou bien après une belle et intense journée en studio, je prends un temps pour moi en utilisant leur crème riche en collagène vegan, espilante, à la fois douce et réconfortante. Je complète le tout avec leur cure de collagène marin en complément alimentaire. C'est ce qu'on appelle le in and out, prendre soin de sa peau de l'intérieur et de l'extérieur. Bien sûr, chacun peut retrouver les produits qui lui ressemblent et c'est cela qui est formidable chez Aromazone. Leur expertise scientifique, la qualité de leur formule à l'efficacité prouvée, naturelle et sans ingrédients controversés en font une référence du soin au naturel. Alors pour définir votre propre routine beauté ou bien-être, rendez-vous sur aroma-zone.com ou en boutique. Fatigue inexpliquée, démangeaisons, eczéma, cystite à répétition, troubles digestifs, et si ces symptômes étaient causés par des parasites ? Mon invité du jour est dermatologue, interniste et professeur de médecine et il affirme que ces zones invisibles sont bien plus fréquents qu'on ne le pense et nous invite à regarder autrement ceux qui colonisent parfois nos vies sans bruit. À travers de nombreux exemples de cas, il montre comment vers intestinaux, protozoaires ou parasites, c'est difficile à dire ce mot, parasites cutanés peuvent se dissimuler derrière des symptômes trompeurs, imitant parfois des maladies graves. Dans son tout nouvel ouvrage, Ces hôtes invisibles qui envahissent notre corps, aux éditions Guitry et Daniel, il expose des cas cliniques et propose une autre lecture de nos troubles chroniques, à l'écoute des murmures de l'organisme. Je suis ravie d'accueillir pour la première fois dans Métamorphose le professeur Philippe Imbert. Bonjour. Bonjour Anne. Alors, ravi de vous recevoir. Alors, professeur Imbert, si vous voulez bien, commençons peut-être par définir un peu notre sujet. Finalement, on va dire assez méconnu quand même du grand public dans nos contrées. On va parler des parasites, alors sans rentrer parfois dans des détails un peu croustillants, mais qui peuvent dégoûter nos auditrices et nos auditeurs, quoique pas forcément tout le monde. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, dans vos travaux, dans votre longue carrière aussi de dermatologue, à vous intéresser à ces parasites ? Alors vous savez, en dermatologie, on a beaucoup de maladies de la peau pour lesquelles nous n'avons pas de cause évidente. Ces maladies de la peau sont souvent prurigineuses, c'est-à-dire qu'elles grattent. On a envie de se gratter, ça démange. Eh bien, je me suis posé des questions. Pourquoi cette dermatose gratte ? Pourquoi ces pellicules dans les cheveux qui entraînent des démangeaisons du cuir chevelu ne seraient dues qu'à une levure, comme on le dit depuis 30 ou 40 ans, sans jamais changer les choses et en donnant des traitements qui seront des échecs à moyen terme. Donc, petit à petit, j'ai été amené à considérer l'existence de parasites. Pourquoi ? Parce que la lecture des examens biologiques m'y a conduit. C'est-à-dire que si on regarde toutes les prises de sang d'une personne dans les 10 ou 20 dernières années, on va voir des anomalies qui signent la présence de parasites. Alors là, effectivement, vous avez cité le cuir chevelu, sans parler même, on y viendra aussi des zones intimes, Oui, qui peuvent être aussi plus paralysantes ou plus gênantes pour certaines personnes. Alors qu'est-ce qu'un parasite ? Peut-être pour s'y intéresser, il y en a de nombreux. On ne va pas évidemment faire un cours magistral sur les parasites, mais quand même pour les définir au départ. Alors un parasite, c'est un être vivant qui ne nous appartient pas. Notre corps humain va être envahi de bactéries, de virus, de champignons
et de parasites. Alors, tout pourrait être parasite, on pourrait appeler les bactéries des parasites également. Mais nous avons gardé ce terme parasite pour des êtres plus gros, qui constituent une seule cellule ou constitués de plusieurs cellules. Et ces parasites envahissent notre corps, notre intestin. Souvent, ils pénètrent par l'intestin ou ils peuvent pénétrer par la peau ou également ils peuvent être apportés par des piqûres d'insectes comme le paludisme par exemple. C'est ça, donc en fait on les retrouve soit sur la peau en extérieur, soit à l'intérieur de nos organismes. Exactement. C'est bien ça, et on fait bien le distinguo entre les deux? Oui, alors on a des parasites qui rentrent dans le corps à travers la peau. Ce sont souvent des helminthes qui appartiennent aux vers. Et puis on a des parasites qui sont sur la peau, qui n'ont rien à voir avec les vers, qui ont les petites pattes, qui appartiennent aux insectes. Ce sont les poux et d'autres, la gale par exemple, et d'autres parasites, on les appelle également. Et alors les tiques, ce sont des insectes qui vont nous piquer et nous injecter une bactérie. On ne peut pas appeler la tique un parasite pour nous parce qu'elle ne va pas vivre avec nous. Elle nous pique, elle s'en va. Ouais, tout comme un moustique. Comme un moustique. Exactement. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse finalement si peu aux parasites? Vous l'avez dit un petit peu au début, mais en termes de recherche aujourd'hui? Parce que c'est très difficile de concevoir qu'un être dans l'intestin puisse induire des phénomènes à distance. Donc il faut déjà avoir cette ouverture d'esprit. Également, alors que le professeur Lapierre disait, il faut que les médecins se mettent dans la tête que 80% de la population est porteur de parasites. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ces parasites, en nombre normal, ne sont certainement pas inquiétants et peut-être même ont-ils des rôles bénéfiques, mais lorsqu'ils sont en excès, ils vont avoir plusieurs rôles. Ils vont induire des maladies et surtout ils vont indiquer l'existence d'une maladie sous-jacente qui leur permet d'exister. Et nous allons voir comme ça qu'au travers des maladies parasitaires, nous allons dépister des maladies de l'intestin. D'ailleurs, dans le terme même de parasite, il y a cette idée de vivre sur le dos de quelque chose ou de quelqu'un. Oui. On utilise ça à la cour de Versailles, il y avait les courtisans, certains étaient des parasites. C'est ça. Quels sont les signaux faibles? Alors peut-être nous expliquer comment justement ce parasite va s'introduire dans l'organisme d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il faut un terrain déjà faible ou pas forcément? Et puis ensuite, quels sont les signaux qui peuvent nous indiquer qu'il y aurait peut-être des soupçons? Mais déjà sur la première question. Oui, alors prenons les parasites les plus communs, qui sont les vers, qu'on appelle des nématodes ou qu'on appelle des helminthes. Il y a les vers plats, ce sont les ténias, parmi lesquels il y a le kyste hydatique, l'échinococcose, vous savez, ce parasite qui détruit le foie, et les ténias. L'échinococcose. Échinococcose, on en parlera tout à l'heure parce que c'est quand même une maladie très grave qui est très fréquente dans ma région, en Franche-Comté. Et puis, il y a les vers ronds de la famille des ascaris, petits ou grands parasites. Ces parasites, ils entrent dans notre corps par la bouche, par la nourriture en fait. Et donc, des aliments contiennent des œufs ou des larves qui vont pénétrer dans notre organisme. Et là, c'est tout notre organisme qui va faire le reste. Est-ce que nous avons une barrière intestinale correcte et solide qui va empêcher que ce parasite adhère, se fixe sur la paroi, voire même traverse la paroi, et notre système immunitaire qui va nous protéger, si bien que si aujourd'hui vous attrapez un parasite en Guadeloupe ou en Martinique, ce qui est fréquent, eh bien celui-ci peut être responsable d'une maladie dans 30 ou 40 ans plus tard, lorsque votre système immunitaire, à 80 ans, va baisser. Quand il va baisser ou au cours peut-être d'une autre maladie qui va, je dirais, révéler exactement, ce une parasite. Maladie immunodéprimante qui va révéler ce parasite. Et il va se réveiller en fait à ce moment-là, ça va être l'occasion. Dans nos contrées, est-ce que ces parasites sont plus fréquents ou quand même un peu moins? Alors, on a la de la chance. Franche-Comté là justement. Oui, on a la chance en France, en métropole, de ne pas avoir énormément de parasites, sauf quelques-uns, nous en parlerons. La toxocarose, par exemple, qui est quand même inquiétante, mais nous sommes protégés par rapport aux régions exotiques, j'allais dire les îles, le sud, là où il fait chaud, où il y a de l'humidité, en Afrique, par exemple, où il y a beaucoup de parasites. Donc nous sommes protégés. Alors ça veut dire que justement en Afrique, où les gens qui vivent sur des îles dans des climats humides ont des systèmes immunitaires qui sont mieux préparés finalement que les nôtres sur ces parasites?
Ça, on ne sait pas. Il est vrai qu'on n'a pas l'impression que ces personnes-là vont faire plus volontiers des manifestations liées aux parasites. Peut-être se défendent-ils beaucoup mieux. C'est vraisemblable. Alors, sur ces signaux à bas bruit qui devraient peut-être nous alerter, qu'est-ce que vous... Alors, il y en a beaucoup, hein, et puis vous, on va voir certains cas cliniques, mais on voit que ça peut prendre de multiples formes. Mais quand même, vous dites, là, ça peut être un signal d'alerte. Qu'est-ce qu'il y aurait? Alors, les choses les plus habituelles, c'est la démangeaison. Que la démangeaison soit due à une maladie qui gratte, par exemple l'urticaire, c'est une maladie qui entraîne des démangeaisons, eh bien, chaque fois qu'il y a des démangeaisons, il faut penser parasite. Parce que le parasite peut aggraver la maladie qui est là. Prenez quelqu'un qui a un eczéma. Donc, il est normal, quand on a un eczéma, d'avoir des démangeaisons. Eh bien, le fait d'avoir des parasites va augmenter à la fois l'eczéma et les démangeaisons. Donc, le maître symptôme, ce sont les démangeaisons. Soit la peau saine, qui démange, soit une dermatose, une maladie de la peau, qui démange. Ça, ce sont les premiers symptômes. Et puis, il y a des symptômes chez la femme qui méritent absolument d'être connus. Ces femmes qui, pendant 10, 15, 20 ans, à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, vont faire ce qu'elles appellent des cystites. Qui ne sont pas d'ailleurs des cystites. Et ce qui est curieux, c'est que personne ne s'interroge. Ça brûle quand on fait pipi, on a envie d'aller faire pipi, mais les paramètres biologiques des urines ne sont pas ceux d'une cystite. Et pourtant, on va traiter cela comme une cystite. Et ça va se répéter tous les mois. Et on trouve logique, parce que la configuration de l'appareil génital féminin fait que on devrait attraper plus facilement des microbes. Mais non, puisque parfois, les microbes, on les trouve même pas. Donc, ce sont les cystites et puis les fameuses mycoses. Quand une femme dit « je fais une mycose », c'est jamais une mycose, ou rarement. Parce que les mycoses, c'est une candidose, c'est rouge, il y a des dépôts de blanc comme du lait caillé. Mais c'est pas ça. Quand une femme dit « je fais une mycose », ça la gratte et il y a des pertes. Eh bien, quand ça gratte et qu'il y a des pertes, ça veut dire parasite dans l'intestin, la plupart du temps. Donc, cette communion de pseudocystites, ce que j'appelle pseudocystites, certains patients ont appelé ça les cystites blanches. J'ai beaucoup aimé le terme. Cystite blanche et pseudomycose doit conduire à se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des parasites intestinaux? Et alors, on va procéder, comme je l'expliquerai tout à l'heure, comment faire pour savoir si nous avons ces parasites. Ces cystites à répétition, d'ailleurs, souvent, elles sont traitées par antibiothérapie, alors qu'en réalité, on entraîne une antibiorésistance et c'est pas le remède qu'il faudrait dans ce cas-là. Exactement. Alors, probablement que ça fatigue un peu les parasites, puisqu'on se sent mieux quelques jours après, mais ça n'empêche que ça récidive. Et donc, j'ai plusieurs personnes qui m'ont régulièrement écrit « Depuis que vous avez traité les parasites, je ne fais plus les 17 années de cystite et de mycose que j'avais par le passé. » Est-ce que vous avez envie de... Vous êtes un conteur dans cet ouvrage. On lit beaucoup de cas, évidemment, de patients, mais également d'autres confrères que vous citez dans l'ouvrage, soit parce que vous avez récupéré leurs patients, soit parce qu'ils vous l'ont raconté. Peut-être quelque chose au début de votre carrière ou même au milieu qui vous a alerté, où personne ne trouvait. Vous avez des cas qui arrivent avec... ils ont vu 4, 5, parfois 6 médecins. Ils ne trouvent pas de résolution. Ça fait 10 ans qu'ils sont en errance médicale et ils arrivent chez vous. Peut-être nous donner un cas concret. Oui. Alors, ça a été un peu ma particularité. J'ai choisi dermatologie parce que c'est une spécialité très ouverte sur beaucoup de choses, sur la gynécologie, sur les maladies ORL, sur la chirurgie dermatologique et sur la médecine interne. Et puis, j'ai eu la chance de faire ma formation de médecine interne dans un service où le chef de service était quelqu'un de très intelligent, très curieux et qui cherchait toujours les causes. C'est-à-dire, pourquoi ce réflexe est aboli? Pourquoi il y a un ganglion ici et pas là? Et donc, à chaque fois, il fallait chercher. Et donc, quand je suis arrivé en tant que chef de service de dermatologie, je voyais des personnes qui étaient prises en charge traditionnellement, avec un eczéma, et on considérait que c'était normal de se gratter. Eh bien, moi, je me suis dit, il y a peut-être autre chose. Et cette anomalie biologique, est-ce qu'elle ne serait pas due à autre chose? Et petit à petit, j'ai été amené à considérer le rôle des parasites. Et donc, également, cette situation qui est très fréquente aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont mal au ventre. Parce que nous allons revenir avec ce problème des maladies gastro-entérologiques. Eh bien, ces gens ont mal au ventre et on leur dit souvent, vous n'avez rien, c'est dans votre tête, c'est un côlon irritable ou ceci, cela. Mais si on regarde bien, en détail, si on pose des questions, eh bien, on va découvrir qu'il y a une vraie maladie intestinale. Certes, qui ne se voit pas forcément par la coloscopie, parce que la coloscopie n'examine que le côlon
et pas autre chose, etc. Et puis, il y a des maladies qui ne se voient pas, où ça va être dans les structures elles-mêmes. Prenez un rhumatisme inflammatoire. Quelqu'un a mal à l'articulation. Si on fait une radio, elle sera normale. Est-ce que pour autant, on va considérer que le malade n'a rien? Non. On sait que dans ces cas-là, la radiographie sera normale. Donc c'est cet état d'esprit de se dire, ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Nous avons d'autres moyens de savoir ce qu'il se passe. Oui. Donc là, pour nous raconter peut-être un cas clinique, ce serait intéressant, qui vous vient à l'esprit. Il y en a beaucoup dans votre ouvrage, oui. Mais je ne sais pas s'il y en a un que vous avez. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne, une personnalité qui m'appelle parce qu'elle est en détresse vitale. Elle a perdu 20 ou 30 kilos. Elle a à peu près 80 ans. 80 ans. Et elle sort d'hospitalisation. Elle a été hospitalisée en dermatologie, dans un service de médecine interne également. Et puis... elle va pas bien. Elle se gratte, la personne se gratte beaucoup, des stries, des ragas, des plaies liées au grattage. Et puis l'amaigrissement. Et on me demande mon avis. Et je regarde tout le dossier. Et je me dis, c'est parfait. On a tout regardé. Bien entendu, quelqu'un qui se gratte, est-ce qu'il n'a pas une maladie des ganglions, un lymphome? Est-ce qu'il n'a pas un trouble métabolique? Est-ce qu'il n'a pas une hypercalcémie? Bref, tout ça, nous avons une liste précise des maladies qui donnent des démangeaisons. Rien de tout ça. Et pour autant, il continue à se gratter. Alors, on avait tendance à dire prurite sénile. Ça veut dire que chaque fois que vous êtes vieux, tout ce qui va vous arriver, ça va être sénile. Insuffisance rénale sénile, insuffisance cardiaque sénile, etc. Je ne me satisfais pas de ce genre de choses. Donc je me dis, ce monsieur a autre chose. Réfléchissons. On voit des centenaires en bonne santé. Et on voit des centenaires en bonne santé. Et je réfléchis, je me dis, ça y est, ça me rappelle le cas que mon ancien patron m'avait dit, on appelle les anciens chefs de service des patrons, il m'a dit, regarde ce monsieur qui a 90 ans, qui vient parce qu'il se gratte, dis-toi bien qu'il a probablement fait l'Indochine et qu'il a contracté, il y a peut-être 50 ou 60 ans, des parasites en Asie, et que ce sont ces parasites qui se sont cachés dans son intestin pendant 30 ou 40 ou 50 ans, qui surgissent aujourd'hui à l'occasion de la baisse immunitaire. Et donc, pour cette personne pour laquelle on m'avait appelé à Paris, je me dis, ça y est, je pense qu'il a dû attraper une de ces maladies, anguillulose ou ankylostome, qu'on attrape dans les îles. Et je me dis, étant un grand journaliste, je me dis, cette personne a certainement voyagé. Et je demande à son épouse, est-ce que vous êtes allé en Guadeloupe, Martinique ou à La Réunion? Ouais. Bien sûr, me dit-elle, nous y sommes allés plusieurs fois. Et là, j'ai eu immédiatement la conviction que c'était la résurgence d'une maladie parasitaire. Et donc, je demande une prise de sang, il était 22 heures, mais surtout, je demande à ce que dès le lendemain matin, on commence le traitement. Et dès le lendemain matin, on a commencé le traitement. Et 8 jours après, je n'ai pas de nouvelles, sauf que le téléphone sonne et on me dit, est-ce que tu peux revenir voir cette personne? On ne m'en dit pas plus. Je me pose la question, je reviens, et là, que vois-je? Cette personne debout, habillée, en costume, qui ouvre la porte et qui me tend ses bras, et qui me serre dans ses bras, qui me dit « Vous êtes mon sorcier, vous êtes mon sauveur, vous m'avez sorti d'affaire. » Et effectivement, ce traitement antiparasitaire avait été... Vous êtes mon sorcier, j'aime bien. Mon sorcier, c'était son terme, oui. Et donc là, oui, pardon. Et donc, ce traitement antiparasitaire avait été très efficace. Nous avons reçu les preuves du diagnostic 3 semaines, 1 mois après, parce que ça partait à Marseille. Il y avait en effet énormément d'anticorps contre ces parasites qu'on appelle l'anguillule. Ouais, et on va voir comment vous les avez traités ensuite, ces patients. Pourquoi ces parasites et dans quel cas ont-ils cette capacité à mimer d'autres maladies? Parce que c'est quand même aussi leur spécialité. Et c'est ça qui fait que c'est difficile de discerner quelle est la cause, surtout qu'on connaît mal en plus les parasites. Et donc, qu'est-ce qu'elles miment comme type de maladie où là, on peut se dire, ah tiens, si on diagnostique telle maladie, il faut quand même se poser peut-être la question. On a parlé évidemment déjà des cystites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'il faut penser parasite toujours. Ouais. Chaque fois qu'il y a un tableau clinique, parce que c'est très fréquent. Mais malheureusement, nous avons des fausses idées en médecine. Nous pensons que s'il y a des parasites, on va les voir dans les selles. Eh bien non. La pratique a montré qu'on ne les voyait pas dans les selles. Pas toujours, disons. Pas toujours, ça peut arriver. Oui. Mais j'aurais même tendance à dire que si on les voit, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas accrochés à la muqueuse. Donc c'est une réflexion un peu inverse que je fais. Et puis, on va chercher souvent dans les analyses de selles. Et prenez l'exemple très courant d'un patient qui, pendant 10 ans, a des démangeaisons à l'anus. Quelle peut être la cause d'une démangeaison à l'anus s'il n'y a pas de maladie de l'anus? Donc l'anus est sain, mais ça démange. Forcément,
99% des chances, c'est un parasite. Et pourtant, le malade n'a pas été traité. Pourquoi? Parce que les médecins ont cherché les parasites dans les selles et on ne les trouve pas. Et je dis effectivement, quel est l'être vivant qui va passer sa vie dans des matières fécales? C'est pas possible. Si on retrouve des vers, c'est qu'un ver s'est détaché de la paroi sur laquelle il était collé et qu'on va le retrouver par hasard. Donc, ne pas trouver de parasite ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parasite. Il faut se dire, prurite anal, sine materia sans lésion, égale, jusqu'à preuve du contraire, parasitose. Et on traite et on voit les résultats au bout de 15 jours. Donc des personnes qui ont attendu 15 ans auraient pu être traitées 15 jours après, on n'en parlait plus. Donc là, c'est l'observation effectivement du symptôme. Est-ce qu'il y a d'autres analyses qu'on peut faire qui montrent en fait ces parasites? Oui. Alors en médecine, et c'est une de mes spécialités, c'est de dire à tous les patients, venez avec la totalité de toutes les prises de sang de toute votre vie. Parce que souvent, les personnes arrivent avec la dernière prise de sang, tout fier, j'ai apporté la dernière. Mais d'une part, ils ne savent pas ce qu'il y a sur la dernière prise de sang. Si, vous avez une inondation et qu'on vous amène le dernier devis où on compte les ampoules, ça va servir à quoi pour le plombier qui est là? Bon, donc, ce n'est pas la dernière prise de sang, c'est toutes les prises de sang. Parce que sur ces prises de sang anciennes, on va voir une anomalie qui ne se verra peut-être que 1 ou 2 fois pendant les 15 ou 20 dernières années. C'est par exemple l'augmentation des globules blancs éosinophiles. Oui. Et ça, on appelle ça la courbe de Lavier. Ça va monter, peut-être il y a 15 ans, puis ensuite ça va redevenir normal pendant des années. Et pendant ce temps-là, la personne continue à être malade, à avoir des démangeaisons, à avoir de l'urticaire, etc. Et tant que vous n'aurez pas vu cette anomalie-là, vous ne pourrez pas être certain qu'il y a des parasites. Rappelez-vous cette histoire que je raconte dans mon livre. Une femme qui a 15 ans de démangeaison d'urticaire. C'est affreux, elle a 35 ans. Et elle vient en pleurant, en me disant « Ma vie est fichue, mon patron me met à la porte parce que je suis toujours malade. Et en même temps, je divorce parce que mon mari en a marre. Tous les jours, je suis boursouflé, gonflé. L'urticaire est là tous les jours de ma vie. » Elle me dit « Faites quelque chose pour moi. » Je lui dis « Je veux bien. Avez-vous les prises de sang ?» Bien entendu, elle n'avait pas toutes ces prises de sang. Je lui explique la nécessité et elle me dit « Écoutez, je vais faire l'effort de tout récupérer et je vous apporte ça. » Et comme elle était en déménagement, elle retrouve cette prise de sang. 8 jours après, elle arrive au bout du couloir, elle n'a pas rendez-vous, elle me fait signe, je peux vous voir, j'ai mes prises de sang. Elle n'avait rien vu dessus. Elle me les amène, je regarde et je dis, très intéressant, pourquoi avez-vous fait un diagnostic de grossesse? Ah ben docteur, j'avais 20 ans, j'étais avec mon mari, mon jeune mari, on voulait savoir si on avait fait un enfant. Je dis très bien, mais vous étiez où? Ben, elle dit, vous voyez, c'est en Thaïlande, puisque c'est une prise de sang de Thaïlande. Je dis oui, et vous avez vu l'anomalie ici? Ben quoi? Une augmentation très importante des éosinophiles. C'est-à-dire qu'elle avait fait la prise de sang à la fin du séjour, les éosinophiles, les globules blancs éosinophiles avaient monté, et ensuite ils avaient été normaux toute sa vie. Je lui ai dit, madame, vous avez attrapé une maladie parasitaire en Thaïlande, et c'est à partir de là que votre urticaire a commencé. Elle me dit, oui, c'est le cas. Parce que quand il se développe ces globules blancs, c'est le signe que le corps essaie de se défendre. Exactement. On est c'est la réponse un peu immédiate. Ouais, c'est ça. Et on pense que s'ils remontent sous la forme de cycles, c'est que les parasites refont eux-mêmes des cycles à l'intérieur du corps, puisque vous savez qu'ils traversent la barrière, ils remontent dans les poumons, ils redescendent dans l'intestin, etc. Et donc je me dis, Thaïlande, parasite, de quoi peut-il s'agir? Et j'évoque alors une douve de Chine, Opistorchiase. C'était mon idée. Et je traite. Alors là, vous venez de nous parler d'un autre, avec des termes, voilà. Avec des termes plus compliqués. Une douve, vous voyez, c'est connu la douve. Ouais. Alors on a nos propres douves ici, chez les amateurs de cressons, vous savez, mais on peut très facilement attraper des douves. Donc c'était parce que c'était mal lavé ou voilà. Oui, des aliments mal lavés. Puis ça, c'est fréquent. Et c'est aussi la pathologie des mains sales, vous savez. Et donc là, vous l'avez traité rapidement. Et traité donc, rapidement, pour finir, quand même, l'histoire de cette dame. Vous lui avez vous étiez son sorcier sauveur, là. Oui, mais malheureusement, elle a perdu son travail. Oui. Son couple n'a pas pu résister à toute cette histoire de maladie. Et c'est mon quotidien aujourd'hui. Toutes ces personnes qui arrivent en détresse, c'est des vies comme ça qui sont gâchées par un manque d'observation. Et probablement que la formation médicale n'est pas ce qu'il faudrait pour cela. Alors pourquoi justement en médecine, on vous dites, je crois que c'est en 3e année, on voit un peu tout ce qui est parasitose, mais assez rapidement finalement. Oui, les parasites, ça fait partie de la bactériologie, virologie et parasites. Ce ne sont pas des matières qui passionnent les jeunes médecins, parce qu'il y a peu de cliniques. C'est enseigné par des biologistes. Alors à Besançon, nous avions la chance d'avoir une biologiste, Dr Barral,
qui était à la fois une clinicienne, parce qu'elle était dermatologue également, et donc elle nous donnait cette passion de faire vivre ces parasites, et nous imaginions les malades en train de se gratter ou d'avoir de l'urticaire, etc. Donc c'était plus facile pour nous d'appréhender le parasite avec son cycle, parce qu'on nous décrit sa bouche, son tube digestif, qui a peu d'importance en fait. Et on oublie la clinique. Or, c'est la clinique qui est importante, c'est-à-dire les symptômes. Les symptômes qu'on relève par l'anamnèse, les questions. Alors, on était en train de parler de ces maladies justement difficiles à diagnostiquer, qui parfois étaient mimées par un parasite, où on se dit, ah bah tiens, on parlait de la cystite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, par exemple, un enfant qui va perdre un œil dans les années 50. Alors ça, c'est terrifiant, cette histoire. On va pas. Là, c'est vraiment. C'est affreux. C'est affreux parce que là, il y a un mauvais diagnostic qui est posé par un jeune médecin, qui finalement et qui en cascade. Alors ça peut arriver en médecine, on imagine dans tout un tas de cas. Mais là, vous voulez le dire assez rapidement, en deux mots. En deux mots. Attention, si vous avez des animaux à la maison, il faut les vermifuger parce que les chats ou les chiens peuvent être porteurs de l'ascaris du chien ou du chat. Et ce petit ascaris s'appelle Toxocaracanis. Et si l'être humain l'avale, ce parasite va rentrer dans le sang, va circuler et peut donner, chez les enfants en particulier, c'était le cas dans les années 50, des pseudo-tumeurs du fond de l'œil. Et à l'époque, on avait une grande crainte, c'était la tumeur maligne de l'œil, le rétinoblastome, et on opérait aussitôt. Et donc, on a des adultes aujourd'hui qui ont perdu un œil pour une maladie parasitaire. C'est un peu dommage. Mais il y a aussi... C'est un peu dommage, oui, le mot est faible. Oui, c'est vraiment triste même parce que... Mais on n'avait pas tellement les moyens à ce moment-là. Une autre situation que je raconte, et c'était le père d'un de mes collègues dermatologues, ce monsieur a tout pour un lymphome. Vous savez ce que c'est qu'un lymphome? Une maladie des ganglions, des globules blancs. Personne toute rouge qui se gratte beaucoup avec des ganglions. On a tout pour dire lymphome, la biopsie dit lymphome. Mais je suis un peu curieux quand même. Je pose des questions et je vois un nombre augmenté d'éosinophiles. Et que me dit-on? Écoute, c'est normal, tu sais très bien que dans les lymphomes, il y a une hyperéosinophilie. Je dis oui, mais pourquoi donc? Est-ce qu'en fait, cette hyperéosinophilie ne cacherait-elle pas une maladie parasitaire? Et comme cette personne était chasseur, j'ai évoqué le fait qu'il puisse avoir une toxocarose, puisqu'il a des chiens de chasse. Je fais la prise de sang qui convient, on trouve la toxocarose, nous traitons la toxocarose avant de commencer la chimiothérapie, et avant de commencer la chimiothérapie, il guérit de cette maladie. Donc c'était un pseudo-lymphome, un faux lymphome dû à ce parasite. Et on connaît aujourd'hui beaucoup de maladies infectieuses qui donnent des lymphomes. Alors parfois c'est impossible de traiter la maladie infectieuse, c'est trop tard, mais parfois on a la chance, en traitant la maladie infectieuse, d'éviter l'évolution du lymphome. D'ailleurs, vous êtes très attentif, je vois dans votre ouvrage, aux ganglions. C'est-à-dire que vous voyez arriver aussi des patients qui n'ont pas été examinés par d'autres médecins, alors que vous dites c'est absolument indispensable. Évidemment, on voit des choses dans les analyses de sang, mais aussi l'examen clinique, faire déshabiller le patient et regarder. Oui, ça c'est ce dont je parle dans mon livre « Avez-vous un bon médecin ?» où il y a 40 histoires vraiment passionnantes qui montrent que l'erreur d'un médecin ou l'erreur d'un malade peut nuire à sa qualité de vie derrière. L'erreur d'un médecin, ça peut arriver, parce que les médecins n'ont pas beaucoup de temps et ils ont un travail très lourd, c'est difficile, et parfois, on peut être amené à ne pas examiner le malade. Mais si on le revoit une deuxième fois, une troisième fois, il ne faut pas rater l'occasion, il faut l'examiner complètement, déshabillé, en sous-vêtements, et là, on examine. Il y a un point, peut-être moi-même me suis-je fait piéger, qu'il ne faut pas rater, ce sont les ganglions. C'était le cas de cette jeune femme qui avait des démangeaisons pendant 1 an. Elle consulte plusieurs fois des spécialistes, son médecin, etc. Mais à chaque fois, on ne regarde que sa peau. Si vous avez le papier peint qui se décolle dans votre cuisine, si vous ne regardez que le papier peint, vous trouverez toujours qu'il manque de la colle, ou que le papier peint n'est pas solide, ou que le plâtre a un problème. En revanche, si vous faites le tour de la maison, vous allez découvrir une tuile qui est déplacée. Vous allez toucher une poutre qui est mouillée et vous saurez que le papier pas décollé vient de cela. Eh bien, en médecine, sans savoir ce qu'on cherche, on examine. Et quand on examine, on trouve. Et on trouve un ganglion. Un ganglion, et elle se gratte. Ça fait tilt dans notre esprit. Et on sait que ça peut être lymphome ou maladie parasitaire ou autre. Dans les autres maladies, pour terminer peut-être sur ce chapitre, qui peuvent être mimées,
par des parasites, qu'est-ce qu'on trouverait d'autre? Alors, il y a des cancers, par exemple. Ça peut mimer des cancers. Je me souviens de cette dame, puisque c'était la tante de mon épouse qui revient de Paris, catastrophée, elle vit au Maroc, et catastrophée, on lui a diagnostiqué un des pires cancers du foie, cholangiocarcinome. Et elle vient me voir pour me demander mon sentiment sur cela. Et là encore, les prises de sang me disent, bon sang, il y a autre chose. Il n'y a pas que du cancer, s'il y a le cancer, mais il y a autre chose. Et j'évoque alors une maladie du foie parasitaire. Et c'était en effet une douve du foie. Je questionne des amis, hépatologues, chirurgiens digestifs, et je leur envoie les radios. Et ils examinent tout ça, et convaincus parce que je leur avais dit « Attention, je suis sûr qu'il y a une parasitose », ils ont regardé cela avec détail et ils m'ont dit « Oui, tu as raison, c'est une maladie parasitaire, c'est une dystomatose, une maladie due aux douves. » Y avait-il un cancer derrière? On verra, mais en tout cas, on va traiter la douve. On traite la douve et toutes les anomalies biologiques, radiologiques disparaissent. Et cette personne est guérie. Sur des maladies auto-immunes, est-ce qu'on voit aussi des parasitoses? Oui. Alors, les maladies auto-immunes, prenons par exemple le psoriasis, qui n'est pas vraiment auto-immun, mais il y a des troubles immunitaires. Eh bien, les anciens, dans des vieux livres, parce que j'ai la passion des vieux livres de médecine, et j'en feuillette quelques-uns, parlaient des parasites. Parlaient des parasites et disaient attention. Et aujourd'hui, des articles scientifiques récents soulignent que derrière un psoriasis, il peut y avoir des maladies parasitaires. Et par exemple, ils citent l'échinococose. Bien sûr, ça doit être lié à la région dans laquelle ils ont fait ces études et que les parasites diffèrent d'une région à l'autre. Mais on doit toujours avoir cette suspicion. Et puis, puisque vous aimez les anecdotes, cette petite fille qui avait perdu ses cheveux, c'est catastrophique. Le fameux trou d'amour. Le trou d'amour. Cette petite fille de 7 ou 8 ans n'a plus de cheveux. D'un seul coup, il tombe, c'est une pelade. C'est terrible, une pelade pour le regard de l'autre. On perd même ses sourcils, ses cils. Et que fait-on aujourd'hui? Corticoïdes, immunosuppresseurs, immunomodulateurs. Eh bien, moi, je vais toujours essayer de chercher une cause derrière. Et là, en interrogeant la maman, je lui demande, est-ce que vous n'avez rien vu dans les selles de votre fille? Elle me dit, ah si, je crois que j'ai vu, il y a quelque temps, des petits carrés blancs. Là, elle les avait vus, c'était le cas où elle les avait vus. Ouais. Et là, dans le cas du ténia, peut-être les voit-on plus facilement. Et c'était des petits morceaux de ténia. Et convaincu qu'il y avait ce qu'on appelait une épine irritative. J'espère que vous n'êtes pas à table, hein, vous qui nous écoutez. Hein. C'est vrai que ces histoires de verre, parfois, c'est un peu dur à entendre. Exactement, c'est la physiologie, malheureusement. Vous, c'est votre quotidien, donc ça vous fait rien du tout, évidemment. Mais... Vous savez, vous pouvez pas imaginer le nombre de photos de matière fécale qu'on m'envoie tous les jours en me disant, docteur, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose? Vous, c'est votre matériau, mais je pense aux oreilles sensibles de nos auditrices et de nos auditeurs. Bien sûr. Alors, du coup, elle appelait, alors, on parlait du trou d'amour, parce que bizarrement, sa maman lui faisait des petits bisous sur le crâne, alors qu'elle était devenue un peu chauve. C'était curieux. Voilà, oui, alors elle disait bien, ma petite, que je te fasse un bisou sur mon petit trou d'amour. C'était cette zone de moine un peu, c'était l'alopécie de type moine. Oui. Et alors du coup, on trouve le ténia. Et j'ai trouvé le ténia, et on l'a guéri. Incroyable. En traitant le ténia, alors que cette maladie dure souvent des années, avec des rechutes, etc. Et je revois cette fille maintenant qui a 30 ans, pas loin, et qui est toujours guérie. Alors quand même, cette grande question que vous posez dans votre ouvrage, et moi ça fait référence évidemment à mon enfance. Mon grand-père était pharmacien en Bretagne, et on nous vermifugeait. C'est-à-dire que 2 fois par an, il y avait cette habitude de vermifuger les enfants, je crois même les adultes, mais ça j'ai pas souvenir. Et c'était une pratique, et je me souviens d'ailleurs, alors vous allez me dire si c'est juste ou pas, que mon grand-père, il me semble, nous disait que quand on avait un espèce de halo peut-être autour de la bouche et des cernes, c'est probablement qu'on avait des vers. Oui, vous avez raison, les anciens ont repéré des signes comme ça sur la peau. Et ce que vous dites ici, il y a 2 raisons. Soit la personne a des dartres. Vous voyez ce que c'est, des dartres? C'est de la peau sèche, un petit peu blanche. Et ça, on considère que c'est un signe qui révèle la présence de vers. Soit cette personne va faire un impétigo, une maladie infectieuse due au streptocoque. Eh bien, il faut savoir que ces parasites... Qu'on voit souvent chez les jeunes, chez les petits. Chez les jeunes, chez les enfants, ici, c'est très contagieux. Ouais. Eh bien, il faut savoir que ces maladies infectieuses intercurrentes sont souvent facilitées par la présence de parasites. Et c'est comme ça que, en creusant, en cherchant dans la littérature médicale, dans les articles scientifiques, j'ai découvert que le fait d'avoir de l'herpès, bouton de fièvre, ou herpès génital, ce qui est quand même beaucoup plus grave. Ou zona. Ou zona.
signifiait que vous pouviez avoir des parasites. Également, ce qui est plus grave chez la femme, ou même chez l'homme, le papillomavirus, rendez-vous compte, responsable du cancer du col de l'utérus, eh bien, lorsqu'on sait... Ou de la gorge chez l'homme. Ou de la gorge chez l'homme, ou même chez la femme, rendez-vous compte, si on sait qu'il suffirait peut-être de se vermifuger pour avoir moins de risques d'avoir ce développement, ça vaut vraiment la peine. Pourquoi est-ce qu'on a perdu ce réflexe? Alors, pardon, je vous coupe. Vous alliez dire... Alors, pour revenir aux pellicules, puisqu'on oui. parlait des pellicules avec ce champignon, Oui. ce champignon, certes, il est là, il s'appelle Malassezia, mais il est là parce qu'il y a des parasites qui baissent l'immunité, le parasite et le champignon arrivent. De même que les poux, quand on a des poux, quand on a la gale, allons chercher une maladie parasitaire sous-jacente en plus, c'est-à-dire une maladie parasitaire sur une maladie parasitaire. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs vous citez l'ivermectine dans votre ouvrage, vous ne développez pas plus que ça, mais comme c'est un antiparasitaire, dans le cas où finalement il y aurait une baisse immunitaire liée à un parasite qui laisserait entrer plus de choses, l'ivermectine peut avoir aussi un effet son dans rôle le à Covid, jouer. Voilà. par exemple, oui. Puisque c'est une maladie virale, on a vu que l'herpès, papillomavirus et d'autres virus sont facilités par la présence de parasites, ça a été bien démontré. Pourquoi pas le virus du Covid? Et donc en traitant des parasites qu'on ignore, mais on va corriger le défaut immunitaire et l'organisme va mieux se défendre à l'égard du Covid. Alors quand on entend et quand on vous lit, on se dit, en fait, le bon sens près de chez nous voudrait qu'on revienne à vermifuger tout le monde régulièrement, ne serait-ce que par acquis de conscience, en disant, on ne sait pas, donc faisons-le. Parce qu'en plus, le traitement antiparasitaire n'a pas vraiment d'effet secondaire. Délétère. Oui, S'il peut y en avoir. Alors, tout médicament. Oui. Tout médicament. Et, on nous conseille toujours, nous médecins, d'être prudents dans les recommandations des médicaments. Donc, une vermifugation systématique, je l'envisageais par le passé. Aujourd'hui, je suis un peu revenu dessus. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est normal d'avoir des parasites et que certains peuvent être utiles. D'ailleurs, il y a des médecins qui proposent de infecter les personnes pour guérir certaines maladies auto-immunes. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu de résultat positif, mais c'est une hypothèse. Vermifuger quelqu'un qui n'a pas de symptômes, je pense que ça n'a pas d'intérêt, parce qu'on prend un risque avec un médicament, tout médicament a un risque. Et primum non nocere, ne pas faire courir de risque. Donc, auparavant, je découvrais des parasites chez une femme qui avait des cystites, et on me demandait de traiter toute la famille, et je traitais toute la famille. Aujourd'hui, je le refuse. Je demande s'il y a des symptômes. Et s'il y a des symptômes, oui, on va vermifuger. Alors, les symptômes, ça peut être les démangeaisons, tout ce qu'on a vu là, c'est beaucoup de choses. Hein. Donc, c'est large. Et chez les enfants? Et chez les enfants, de la même façon. Alors, les enfants, ils ont des démangeaisons génitales, des démangeaisons anales, ils ont les dartres, ils ont l'excitation, ils ont le pipi au lit. Voilà, il y a beaucoup, je donne dans le livre énormément de situations chez les enfants qui doivent conduire à les vermifuger. Et donc, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, mais je voudrais qu'on le répète, c'est quand on a des animaux, dès qu'on a des animaux, et les gens en ont de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des chiens dans les familles, donc c'est très important de bien les vermifuger en revanche. C'est ça. Alors, ce que font en principe les vétérinaires. Hein. Oui, les vétérinaires font. Simplement, les vétérinaires sont leurs propres pharmaciens, donc on ne peut pas acheter de traitement pour vermifuger en pharmacie. Donc il faut aller chez le vétérinaire. On conseille les animaux adultes de les vermifuger tous les 6 mois, mais les petits chiots et les chiennes qui portent des petits chiots doivent être vermifugés tous les mois. Donc vous voyez, c'est à la fois coûteux et ça nécessite d'y penser. Hein. Les chats? Les chats, de la même façon. D'accord. Parce qu'on a la toxocarose du chat, Toxocara cati. Comment ça se manifeste d'ailleurs, la toxocarose chez l'humain? Chez l'humain, il y a plusieurs tableaux. Il y a des tableaux dans le sud de la France qui sont extrêmement bruyants. C'est-à-dire c'est une personne qui, d'un seul coup, et surtout un enfant, va avoir de la fièvre, 42 fièvres, des ganglions partout, et une grosse rate. Ça fait un tableau de lymphome malin. Donc, pensez à la toxocarose. Et puis, il y a les formes chroniques, qui peuvent être de l'eczéma, du prurigo, c'est-à-dire des boutons comme des boutons de moustique partout qui grattent beaucoup. Ça peut être de la fatigue, ça peut être de l'épilepsie, ça peut être de l'asthme, ça peut être beaucoup de choses. Ça dépend de l'endroit où les parasites vont aller se nicher. Parce qu'ils circulent dans le sang et ils vont aller se mettre quelque part.
Alors justement, vous venez de citer l'asthme, très intéressant. On parlait des maladies qui pouvaient être mimées par un parasite. L'asthme, c'est le cas ? Oui, l'asthme, c'est le cas. Il faut savoir que l'asthme n'est pas seulement dû à des allergies, à des pneumallergènes, des allergènes respiratoires. L'asthme peut être dû à des aliments. 15% des asthmes viennent d'une cause alimentaire, notamment le lait de vache, mais également d'autres aliments. Et puis, il y a les causes parasitaires des asthmes. Et puis, il y a la toux. Et malheureusement, c'est pas connu. Je recevais encore ce matin une lettre d'un collègue qui me dit « Mais pourquoi évoquez-vous un parasite chez ce petit garçon qui tousse ?» Parce que c'est connu, et dans mon expérience, 90% des personnes qui ont une toux chronique, qui a déjà été explorée par le pneumologue, eh bien, va guérir en traitant des parasites. Donc, il faut penser à tout cela quand, notamment, on n'a pas de cause. On pense parfois à des reflux quand on voit des toux comme ça. Bien sûr, on pense au reflux, donc il y a beaucoup de gestes qui sont faits, mais ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est le résultat. Est-ce que, en traitant, et c'est facile, c'est pas compliqué, en traitant les parasites, on va mettre en rémission la toux? C'est le cas. Et souvent, il faut récidiver le traitement au bout de 6 mois. Parce que souvent, quand vous êtes contaminé par des parasites, ça veut dire que vous avez un intestin qui accueille les parasites, vous allez être recontaminé dans les 6 mois qui viennent. Est-ce que vous voyez qu'il y a des familles, pas des familles de parasites, mais des familles de personnes chez qui il y a un terrain qui est favorable, plus favorable en fait aux parasites, parce que le système immunitaire finalement est plus faible et qu'on voit des générations d'asthme ou des générations de cystite chez la mère, chez la fille, chez la petite fille, etc. Oui, ce que vous dites là est très important. D'une part, les familles qui mangent la même chose vont être exposées tous au même risque d'avaler des parasites, des œufs et des larves. Donc, si l'un on ne se transmet pas ces parasites d'une personne à l'autre, sauf certains, je pense au trichomonase génital, qui lui peut se transmettre de l'homme à la femme, mais pour les parasites digestifs, on va les acquérir par la voie alimentaire, et donc toutes les personnes qui mangent la même chose vont l'avoir. Mais également, il y a des circonstances qui peuvent favoriser cela. Oui. C'est les personnes qui ont le leaky gut. Avez-vous entendu parler de cela? Bien sûr, le fameux leaky gut. Le fameux leaky gut, intestin poreux perméable. Eh bien, écoutez, en 2016, j'ai découvert avec une de mes étudiantes que si vous aviez un tissu conjonctif hyperlaxe, si vous étiez souple, si vous faites des entorses, par exemple, eh bien, vous avez plus de chances d'avoir le leaky gut. Et dans ces cas-là, vous avez plus de chances d'avoir des parasites. Donc voilà une façon de se dire, si cette personne est assez laxe, on plie le poignet jusqu'à pratiquement faire toucher le pouce sur l'avant-bras, là, on peut se dire... C'est étonnant d'ailleurs comme corrélation. Oui, comme corrélation. Et cette corrélation a été confirmée ensuite par des études israéliennes et suédoises. Et donc, c'est pas vieux, c'était il y a 9 ans, rendez-vous compte, on est dans des pathologies toutes récentes. Donc, si j'ai de l'asthme, si j'ai herpès, vous avez dit, et toute cette famille, zona, varicelle et compagnie, y compris Epstein-Barr, d'ailleurs, vous l'avez pas cité, mais il fait partie de... C'est un cousin. Hein. La mononucléose infectieuse, effectivement. Très fréquente chez les jeunes. Très fréquente chez les jeunes. Elle est souvent l'expression d'un portage de parasites. Oui. Mais là, qui se transmet comment, alors, ce parasite? Parce que on l'a attrapé par la bouche. Ouais. Et c'est le virus qu'on transmet. Mais probablement, ce jeune homme va faire la maladie mononucléose, tel autre ne va pas le faire, parce que peut-être celui-là a le parasite. Alors, on pense quand même, vous parliez d'Asie tout à l'heure, on pense aux Japonais qui mangent beaucoup de poissons crus. Est-ce que vous avez observé qu'il y a plus de parasitose chez eux, ou alors, encore une fois, on ne sait pas trop? Parce que le poisson cru, alors on en mange de plus en plus, alors qu'on en mangeait finalement assez peu. Hein. La version sushi est assez récente chez les Occidentaux. Alors, on voit beaucoup de petites vidéos aujourd'hui où on voit dans les poissons des parasites importants, même dans les crustacés, vous voyez, et même dans le corps de certains insectes. Et c'est pour ça que l'alimentation d'insectes est inquiétante, dans le sens où on pourrait avaler des nouveaux parasites. Donc, les crustacés, les grenouilles crues, les poissons crus... Ah, vous en parlez des grenouilles crues. Oui. Hein. Elles peuvent transmettre des parasites qu'on appelle Anisakis, par exemple, ou d'autres parasites qui sont... qui vont donner souvent un tableau aigu. On va faire un tableau de gastro-entérite aiguë, et là, il faut penser aux parasites. Alors quand même, on se pose la question sur ce fameux terrain. On pense évidemment à Claude Bernard quand on parle du terrain, mais quand on pense au terrain et à l'immunothérapie, on voit que les gens qui ont un système immunitaire peut-être un peu plus faible sont plus propices à laisser rentrer, en tout cas dans cette paroi, dans cette porosité intestinale, à laisser rentrer les parasites.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut se vermifuger, on a dit, quand on a un examen clinique qui montre qu'on a un très fort soupçon, voire même un diagnostic précis. Mais en prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette porosité intestinale? Alors, l'alimentation, ça c'est très important. Et on sait qu'il y a des aliments qui vont abîmer notre intestin. On en parlait encore hier, je crois, à l'Assemblée nationale, en parlant de l'alimentation avec les pesticides, Oui. avec les aliments transformés. Eh bien, effectivement, cette alimentation-là irrite et abîme nos intestins. Donc, c'est par exemple les farines qui aujourd'hui contiennent beaucoup de gluten, 2 fois plus que par le passé, qui sont fabriquées avec un blé qui n'a plus les 12 chromosomes du blé ordinaire, mais qui en a une quarantaine, et qui comporte des pesticides. Et cet ensemble gluten-pesticides va abîmer nos intestins. Et ça va être souvent la porte d'entrée, quand l'intestin est abrasé, ça va être la porte d'entrée des parasites, bien évidemment. Le lait de vache, avec ses grosses molécules, notamment la caséine, lactoglobine, lactalbumine, on sait que le lait de vache n'est pas très bon pour l'être humain au-delà de l'âge de 3 ans. Il vaut mieux privilégier le chèvre ou la brebis, voyez-vous. Donc, méfions-nous de ces aliments qui peuvent endommager notre intestin, d'autant plus que vous avez un tissu conjonctif fragile, donc lâche, extensible, et c'est ça qui peut favoriser les parasites. Alors, venons-en peut-être au traitement, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais quand même, quelles sont les molécules? Alors là, on va aller sur des noms un peu savants qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais par typologie de problématiques de parasitose. Oui. On ne va pas forcément être exhaustif, mais Non. Prenons les cas les plus fréquents. Alors, les cas les plus fréquents vont répondre à ces familles qui s'appellent l'albendazole. Et puis, s'il y a des médecins qui nous écoutent, ils seront ravis aussi d'en savoir un plus. Ouais. Albendazole et flubendazole, flubendazole que tout le monde connaît sous le nom de Fluvermal, que le pharmacien peut d'ailleurs délivrer comme cela. On a l'impression, moi c'est mon impression, qu'il y a de plus en plus de résistance des parasites à l'égard de ce traitement. Il y a l'albendazole qui, lui, joue un grand rôle également de la même façon, et en fonction du cycle du parasite, en fonction du fait qu'il va recirculer, qu'il a des larves ou des œufs qui peuvent ne pas avoir été touchés par le médicament et qui peuvent se réactiver, le traitement va durer quelques jours, 3 à 5 jours, et on doit le renouveler 8 à 10 jours plus tard. D'accord. Ça, c'est le traitement, c'est une cure. On y ajoute très souvent de la famille du flagile, c'est-à-dire le métronidazole, qui, lui, va traiter ce qu'on appelle les lambliases ou les jardiases. Ces petits protozoaires, tiens, le nom que vous utilisiez tout à l'heure, ce sont des petits parasites unicellulaires, mais très gros, et qui vont coloniser notre estomac et notre duodénum. Et ces petits parasites, on ne les trouve pas dans les prises de sang, c'est impossible. En revanche, ils donnent des éructations, de la dyspepsie, on n'est pas bien, on digère mal. Quand c'est ce cas-là, pensez à tuer ces petits parasites par le flagile ou le phasigine, par exemple. D'accord, donc ça c'est sur prescription médicale. Sur prescription médicale. Et puis, pour parler des protozoaires, parfois, les dans fameux les analyses... protozoaires, j'avais du mal à le prononcer. Protozoaires, dans les analyses de sel, on va voir, par exemple, du blastocystis ou du dianthomeba. Vous entendez bien? Oui. Et ces petits parasites, ce ne sont pas eux qui sont dangereux. Eux, ils circulent dans le tube digestif, on va les trouver, mais ils nous indiquent qu'il y a les fameux nématodes, les vers ronds collés beaucoup plus haut dans l'intestin grêle. Donc, ne traitez pas seulement celui que vous voyez, mais dites-vous que c'est un émissaire qui vient vous annoncer que vous avez des nématodes, et donc vous allez traiter ce protozoaire par le médicament dont je viens de prononcer le nom, et vous allez traiter les parasites que vous ne voyez pas par l'albendazole. Il est comme un cheval de Troie un peu. Oui, ou comme le petit oiseau sur le dos du rhinocéros. C'est-à-dire, s'il y a le petit oiseau, c'est qu'il y a le rhinocéros, qu'on ne voit pas forcément. Qu'on ne voit pas forcément, ou les mouches sur les vaches. Exactement. Tout simplement. Il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples. D'autres molécules qu'on peut citer Oui, alors il y a les molécules... Redites peut-être le nom de la précédente, s'il vous plaît. Donc, albendazole, c'est le grand médicament. C'est le grand médicament. Qui a l'avantage de traiter les vers ronds, famille des ascaris, et les vers plats, famille des ténias. Alors autrefois, je fais juste une petite parenthèse, dans mon souvenir aussi, il fallait traiter plutôt aux alentours de la pleine lune, parce que c'est là que les vers se réveillaient. Vraie ou fausse information? Alors écoutez, ça je l'ai appris. Je l'ai appris par des personnes comme vous qui me posaient des questions ou par des patients qui me... Et donc, j'ignorais tout ça.
Donc, j'ai noté ça dans un coin de mon esprit. Je vais essayer d'y réfléchir. Si je lis quelque chose là-dessus, j'y prêterai attention. Je n'ai pas de preuves pour le moment là-dessus. D'accord. Alors, d'autres molécules? D'autres molécules, alors, on a ce qu'on appelle le praziquantel, qui est une molécule qui va traiter plutôt les douves, qu'on va également donner dans les ténias, par exemple. Donc, on a, oui, effectivement. Mais on voit de plus en plus des molécules qui ont disparu. Les laboratoires ne les fabriquent plus. Pourquoi? Parce qu'on a prescrit de moins en moins de traitements antiparasitaires. Il y avait, par exemple, par le passé, la notésine. Il y avait le combantrin, des grands médicaments qui avaient des propriétés. On ne les trouve plus. Donc, nous sommes obligés... Plus du tout? On est obligé de faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, il faut souvent se reporter à des ouvrages de traitement des parasites. Oui. Alors d'ailleurs, vous dites, je pense aux candidats, etc. Comment est-ce qu'on traite un candidat, tenez? Alors le candidat... On n'en a pas parlé, mais... Il fait partie des 4 grandes familles d'êtres qui vivent avec nous, les virus et les bactéries. Les champignons. Parmi les champignons, il y a les levures. Dans les levures, il y a les candidats. Et puis donc les parasites. Donc le candidat, je ne l'ai pas traité dans ce sujet des parasites, puisque c'est une autre famille. Vous l'abordez un petit peu, mais... On l'aborde un petit peu, parce que la candidose peut, elle aussi, être favorisée par la présence de parasites intestinaux. Donc le candida, on le traite avec une molécule qui s'appelle le fluconazole, et qui donne de très très bons résultats. C'est une molécule qui a peu d'effets secondaires comparativement à ses effets bénéfiques. D'accord. Attention parfois aux remèdes naturels. Vous aimez bien utiliser des molécules qui sont dans la chimie, qui sont sûres, dont on connaît les effets secondaires, pour pas forcément aller sur des traitements hasardeux. Oui. Alors, je vois beaucoup de gens qui suivent des traitements naturopathiques ou qui sont très intéressés par le naturel. Et forcément, parce qu'ils sont allés d'échec en échec avec la médecine, puisqu'ils ont des symptômes, mais on n'a pas résolu leurs symptômes. Et ces gens souffrent, donc ils vont s'ouvrir à d'autres choses, et ils essaient par eux-mêmes, ils lisent beaucoup de choses sur l'effet de telle plante, etc. Or, j'explique toujours, en tant que médecin, même si je n'ai rien contre, a priori, ces prises en charge, parce qu'il y a des très bonnes choses dans la médecine chinoise, dans la médecine ayurvédique, etc., qu'on ne connaît pas. Il y a certainement des très bonnes choses. Mais je dis que le naturel... c'est pas forcément la solution. Le naturel, c'est ce qui nous tue, c'est ce qui nous rend malade. Une bactérie, c'est naturel, c'est elle qui va nous rendre malade. La tuberculose, c'est naturel. Donc, le naturel n'est pas la solution à la maladie. En revanche, également... il peut l'être, mais pas toujours. Il peut l'être, mais pas toujours. Oui. Voilà, c'est ça. Faut pas dire que tout ce qui est naturel est bon. Et puis, de ma vision de médecin, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un médicament pour traiter une maladie. Médicament qui a été évalué, etc. Cependant, il y a des maladies qui n'ont jamais eu de traitement validé, évalué. Et pour autant, il faut quand même essayer de traiter nos malades. Donc, soit le médecin se hasarde avec un médicament dont il connaît les mécanismes d'action et il va se dire « je vais tenter de traiter mon malade par ce mécanisme », ou alors le malade lui-même va faire appel aux propriétés des plantes qu'il connaît, ou vous voyez, des graines de courge, des choses comme ça. Bon, quand on a des études scientifiques, on sait que dans 90% des cas, le parasite va disparaître. Avec la graine de courge, on n'a pas d'études scientifiques qui le démontrent. Oui, hélas, parfois dans certains cas, effectivement. Quelles sont les règles aussi d'hygiène? On a parlé des poissons tout à l'heure, des poissons crus, de la viande. On entend souvent dire aussi que si on congèle un poisson cru, ça tue en fait le parasite ou simplement ça l'endort. Est-ce que vous avez des petites choses à nous indiquer là-dessus? Oui, alors ça dépend bien sûr des parasites et j'ai indiqué ça dans le livre, les conditions de congélation sur plusieurs jours ou également la cuisson à certaines températures va permettre de se débarrasser des parasites. 135 degrés, hein? Oui, c'est quand même chaud. Hein. C'est chaud, hein? C'est chaud. C'est très très chaud. C'est presque grillé là. Oui, oui. Le mieux, c'est d'éviter de manger de la viande non cuite. Un bon tartare, certes, c'est très agréable, mais il faut être vraiment très sûr de la provenance de cette viande. Parce que combien de personnes ont pu aller dans des pays d'Europe de l'Est, par exemple, manger des très bons tartares, mais sont revenus avec un ténia, puisque le ténia du porc, le ténia du bœuf, se rencontre dans la viande elle-même. Les poissons, alors vous dites la congélation? Alors la congélation, oui, je n'ai plus en tête les chiffres, mais la congélation à au moins moins 20 degrés va permettre de détruire le parasite sur une 8aine de jours. D'accord. Donc on fait attention aux poissons crus?
Vous en mangez? Vraiment... Non, j'en mange pas. Pour cette raison-là? J'étais en Chine dernièrement, mais on m'a fait manger du poisson. On m'a dit c'est un poisson qui est dangereux. Certains en sont morts, mais bon, là, il était cuit, donc ça va. J'ai fait confiance aux cuisiniers. C'est sympa déjà quand on vous dit ça. On vous dit ça, mais... Avant de manger un truc, je sais pas si ça donne tellement envie de manger du poisson. Peut-être en conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message? On a balayé pas mal de choses, évidemment, on pourrait tirer plein d'histoires, tirer des fils, reparler de certains parasites. On approche de la fin de cette émission, et non pas de cette émission, Parasite, je suis dans les Z. Qu'est-ce qu'on pourrait compléter, professeur Imbert? Alors, une phrase de Paul Valéry. Que de choses il faut ignorer pour agir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les preuves absolues qu'on ne peut pas, nous médecins, imaginer, penser et traiter. D'ailleurs, la médecine est très libre de ce côté-là, et chaque médecin est libre de traiter comme il le souhaite, avec le médicament qu'il veut, etc. Donc on ne peut pas faire un reproche à un médecin sous prétexte qu'il n'y a pas les preuves scientifiques absolues. Et on n'en aura pas pour beaucoup de maladies. Donc, il faut faire appel à ses connaissances, son expertise, son expérience. Et aujourd'hui, on considère même que les experts sont beaucoup plus... on doit beaucoup plus croire un expert qu'une publication scientifique, quasiment. Donc c'est très important. Et c'est petit à petit comme ça que j'ai acquis ces connaissances et cette conviction par le retour des malades guéris de pathologies qui traînaient depuis de très nombreuses années. Donc il faut penser parasite. Surtout également toujours interroger le malade sur ses symptômes, mais ce n'est pas parce qu'on a mal au ventre qu'il faut s'occuper que du ventre. Il faut savoir si on n'a pas mal à la tête, si on n'a pas fait d'entorse, par exemple, vous voyez. Ensuite, regardez toutes ces prises de sang, les plus anciennes, et là, on va voir des choses. Une augmentation des enzymes du foie, une augmentation de certains globules blancs, etc. Et puis, bien sûr, l'examen clinique. Un médecin ne peut pas se passer d'un examen clinique complet de la personne au moins une fois dans le suivi. C'est pas possible. Bien sûr, quand on a un médecin traitant... Quand on a un médecin traitant, s'il n'a pas le temps aujourd'hui, il vous reconvoque pour qu'il le fasse quelques jours plus tard. Vous formez vous-même des médecins, des jeunes médecins? Oui, j'ai formé quand j'étais en fonction à l'hôpital. Aujourd'hui, je souhaite en former. Ce sont des médecins installés aujourd'hui qui font appel à moi, qui me téléphonent, qui me disent que vous pourriez me recevoir. Et donc, j'ai prévu aujourd'hui de recevoir des personnes, comme je l'ai déjà fait, des médecins africains qui sont venus passer une semaine dans mon petit village pour être à mes côtés. Et en une semaine, ils ont appris énormément de choses sur ce qu'on appelle aujourd'hui cette médecine intégrative, qu'on appelle aussi médecine holistique, mais le terme a des consonances qui parfois peuvent prêter à confusion. Médecine intégrative, c'est-à-dire que tout doit être mis sur la table, les éléments du puzzle, et on reconstitue le puzzle, et au départ, on ne sait pas du tout quel est le diagnostic qui va sortir de cela. Alors, il y a également une chose qui est très importante, c'est que mes diagnostics, parfois, sont contestés, alors que le malade a guéri. C'est assez étonnant. J'ai été le seul à guérir ce malade qui souffre depuis 15 ans, et le diagnostic va être contesté parce que il n'y a pas la preuve de. Eh bien, si on met ces données dans les intelligences artificielles, l'intelligence artificielle conclut au diagnostic et au bon diagnostic. Donc ça, c'est intéressant parce que l'intelligence artificielle va chercher dans des bases de données très très larges des connaissances que nous, médecins, n'avons pas forcément sur le champ. Donc vous appelez à effectivement nourrir en fait cette connaissance-là à travers les bases de données pour que effectivement on puisse consolider. Vous regardez aussi la recherche à l'étranger sur les sujets de parasitose. Vous avez des confrères qui travaillent sur des qui sont comme vous très avancés sur le sujet. Oui, j'ai des confrères en Argentine et ailleurs. On se suit beaucoup et tous les jours je suis sur cette banque de données qu'on appelle PubMed, qui est la banque de données de tous les articles scientifiques. Et c'est ainsi que j'ai découvert que l'herpès était favorisé par la présence de parasites. Je l'ignorais auparavant. Sauf que cette personne vient me voir, j'ai la conviction qu'elle a des parasites, et puis elle me raconte qu'elle fait des herpès à répétition. Et donc je mets les deux mots-clés, et là je vois quelques articles qui confirment cela. Donc c'est comme cela qu'on apprend petit à petit, parce qu'on ne peut pas lire les millions d'articles scientifiques qui se publient tous les jours. Bien sûr. Mais en croisant des informations, vous allez retrouver. Quand vous dites que ça favorise l'herpès, ça le réactive, en fait. Ça favorise mais l'herpès, on ne peut pas vraiment s'en débarrasser. Si. Non, on ne peut pas s'en débarrasser, effectivement. Le virus, il est là, il est tapis, il peut ressortir à n'importe quelle occasion.
D'accord, mais les virus, les parasites, en fait... pourraient favoriser cette résurgence du virus, effectivement. Alors, je précise que vous prenez très peu de nouveaux patients, hein, parce que j'ai peur que votre standard sonne après cette émission. Voilà, donc vous êtes déjà très complet. En revanche, rien ne vous empêche peut-être de faire écouter cette émission à votre médecin, s'il est très ouvert, ou à votre médecin soignant. J'ai votre livre que j'ai en ligne de mire derrière moi, donc ceux qui nous suivez sur YouTube, on va le montrer tout à l'heure à l'antenne. Merci en tout cas infiniment, professeur Philippe Imbert, d'être venu faire un tour au micro de Métamorphose. Vraiment, c'est un sujet... moi, j'aime bien aussi traiter des sujets qui sortent des sentiers battus. Évidemment, il peut toujours y avoir des controverses, il peut y avoir des détracteurs. En même temps, comme vous dites, vous soignez aussi des gens, et donc c'est ça qui est important. Et vous êtes très au fait aussi des effets secondaires, évidemment, des traitements... contre les parasites, donc vous avez toute la profession. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine et que vous signez cet ouvrage qui s'appelle « Ces hôtes invisibles qui envahissent notre corps », préfacé par le professeur Henri Joyeux et qui est aux éditions Guy Trédaniel. Chers auditeurs, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette émission sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur notre chaîne YouTube, sur notre compte Instagram Métamorphose Podcast. Retrouvez aussi des infos dans notre newsletter. Vous pouvez aller sur notre site métamorphosepodcast.com. Merci encore infiniment. Merci à vous, Anne. Et à bientôt. À bientôt, merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.